Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h dans les titres de l'actualité. Les 12 millions de musulmans de Côte d'Ivoire vont pouvoir passer le mois de Ramadan en toute quiétude. Le président du COSIM a reçu mardi plusieurs tonnes de riz et de sucre de la part du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Du chef de l'État, le patron du COSIM a aussi reçu un don en numéraire. À l'Assemblée nationale, les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles étaient à la tâche hier mardi. À l'unanimité des membres présents, ils ont adopté le projet de loi relatif à l'extradition. Les travaux se sont déroulés en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé. Puis au Sénégal, la campagne présidentielle se poursuit. Dans l'arène, les pêcheurs sont aussi descendus. Ils appellent les différents candidats à s'engager pour une pêche durable. Sur les 19 candidats, seulement 8 ont signé cette charte, mais les pêcheurs espèrent rallier un maximum de prétendants à leurs différentes propositions. Au Sénégal, 17% de la population vit de la pêche. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Un conseil des ministres a eu lieu aujourd'hui, mercredi 13 mars 2024, au palais de la présidence de la République. Les échanges ont été conduits par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'ordre du jour de cette réunion comportait des mesures générales, des mesures individuelles et de communication. Nous vous en dirons plus ce soir au journal de 20h. Et c'est parti pour l'édition 2024 du mois de Ramadan, le mois sacré par excellence des fidèles musulmans. Et cette tradition du chef de l'État d'offrir du sucre et du lait aux musulmans de Côte d'Ivoire. Le don a été reçu mardi par le président du COSIM, le cheikh Aïma Ousmane Diakité. En retour, a formulé des prières à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara. Le reportage de Mahama Traoré. Bingerville, siège du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et affaires islamiques. En ce jour de réunion du bureau exécutif national de l'institution, la séance est suspendue pour recevoir des visiteurs. C'est une délégation mandatée par le président de la République pour remettre des vivres au COSIM à la faveur du mois béni de Ramadan, le mois de jeûne musulman. Pour l'ensemble du pays, il s'agit de 354 tonnes de sucre et 386 tonnes de riz. Chaque fois que de besoin, il vous a trouvé à ses côtés. Ainsi que pour toutes les prières incessantes que vous exécutez, que ce soit su ou pas, dans vos lieux de prière et chez vous-même. Soyez-en remerciés de la part du président. Les temps qui s'ouvrent à partir de ce jour pour un bon mois constitueront pour les fidèles qui prient derrière vous des temps forts, intenses en prière et invocation, élevés vers le Tout-Puissant afin qu'il prodigue sa bienveillance et sa miséricorde à tous les habitants de Côte d'Ivoire, au-delà même de la communauté musulmane. Ce soutien du chef de l'État à la communauté musulmane en cette période sainte réjouit le premier responsable du COSIM. Au nom des imams, nous voudrons lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait hier. Merci pour ce qu'il fait aujourd'hui. Et merci pour ce qu'il fera demain. Non seulement pour la communauté religieuse, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Qu'Allah, le miséricordieux, donne au président de la République, Alassane Ouattara, longue vie, bonne santé et prospérité spirituelle, morale et matérielle. Ces centaines de tonnes de denrées alimentaires à distribuer sur l'ensemble du territoire national sont destinées aux guides religieux, aux mosquées, aux structures et associations islamiques. Autre chose à présent, notamment avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui représentait mardi le président Alassane Ouattara à l'Assemblée nationale. Devant les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles, il a défendu le projet de loi relatif à l'extradition. Il s'agit en toile de fond d'améliorer l'évolution pénale en ce qui concerne la protection des droits de l'homme. Les précisions de Marie-Chantal Akandan avec les images de Barnabé Kona. Le projet de loi relatif à l'extradition adopté à l'unanimité par les députés, membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Ce texte présenté par le garde des Sceaux,
Le ministre de la Justice et des droits de l'homme prévoit des réformes, notamment doter l'État de Côte d'Ivoire d'un dispositif juridique relatif à l'extradition qui lui sera propre. L'extradition est une procédure par laquelle un État décide de remettre l'auteur d'une infraction qui se trouve sur son territoire à un autre État qui le réclame afin de le juger ou de le voir purger sa peine. Et l'extradition peut être prévue soit par une convention bilatérale, soit par une convention multilatérale. En Côte d'Ivoire, en l'absence de convention particulière, l'extradition est régie par une loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers. Et cette loi, qui connaît de nombreuses insuffisances, n'était plus adaptée. Et le projet de loi que le président de la République a bien voulu soumettre aux honorables députés vise donc à pallier ces insuffisances en prenant en compte la législation pénale ivoirienne et surtout en prenant en compte les différentes conventions internationales auxquelles la Côte d'Ivoire a souscrit, notamment en matière de protection des droits de l'homme. Donc il fallait donc doter notre pays d'un dispositif juridique spécifique en matière d'extradition et c'est ce que nous avons fait. Et je remercie pour cela donc les honorables députés qui ont compris l'importance de ce texte et qui l'ont adopté à l'unanimité. Ce projet de loi comporte 46 articles répartis en 6 chapitres. Entre autres, l'article 34 stipule que la remise d'une personne arrêtée provisoirement suivant la procédure simplifiée d'extradition à la présente sous-section ne peut être demandée que par les États qui, sur leur territoire, accordent la même faculté au gouvernement ivoirien. Il y a 18 mois de cela, un ingénieur autodidacte de 28 ans mettait au point ce qui pourrait être la première voiture Made in Côte d'Ivoire, révélée par la RTI. Il est aujourd'hui l'un des pensionnaires du prestigieux Institut Polytechnique de Yamoussoukro. Un peu plus d'un an après, qu'en est-il de son projet de voiture? La réponse avec Théodore Zouzou et Afficiata Dosso Karamoko. Ce véhicule qui arpente les ruelles de l'INPHB, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, est la IV-Max de Marcelin Kouakou Kouakou. Ce jeune homme de 28 ans, niveau cours préparatoire première année, est l'inventeur d'une voiture de 5 places depuis Tindiécro il y a un peu plus de 2 ans. Interpellé par ses condisciples, Marcelin marque un arrêt pour leur permettre de s'installer à bord de son véhicule avant de poursuivre son chemin pour le centre d'incubation. Ce jour est dédié à l'entretien de son joyau, un produit fini qu'il est fier de présenter à ses amis. Avec l'appui de l'INP, j'ai vraiment amélioré la voiture. Actuellement, je peux commander la voiture tout avec le téléphone. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dedans. Les camarades étudiants de Marcelin, tous de futurs ingénieurs, sont admiratifs devant ses qualités et ses performances. Je suis très heureux pour lui. Ensemble, je lui ai montré comment est-ce qu'il fallait dessiner des pièces mécaniques depuis l'ordinateur et voir les comportements mécaniques sur la pièce. Également, comment programmer des cartes telles que l'RFID qu'il utilise pour pouvoir démarrer la voiture avec sa carte. Le cas de Marcelin Kouakou, sans niveau scolaire et pensionnaire de l'INPHB depuis 18 mois, est unique en son genre et nécessite des capacités hors normes. En fonction du besoin de son projet, nous avons mis en place un programme d'accompagnement. Et donc, partant de là, nous affectons les différents experts de l'INPHB qui peuvent travailler sur son projet. C'est ce que nous avons fait. Donc, il y a le génie mécanique, il y a le génie électronique. Donc, il a travaillé avec ces 2 pôles techniques pour pouvoir mener à bien son projet. Le projet IV-Max de Marcelin Kouakou est basé sur un engin mobile avec une structure mécanique, d'où son suivi par un encadreur dans ce domaine. On a commencé par l'ensemble des théories autour des méthodes de fabrication pour que lui-même il s'exprime et puisse connaître les machines-outils les plus récentes qui permettent d'améliorer la qualité d'un travail, de coupe, de tôle, pliage, cintrage, formage de plusieurs types de matériaux. La IV-Max a aujourd'hui une belle apparence, peinture impeccable
Design attrayant, tableau de bord digitalisé, des phares et des feux au point avec une enseigne lumineuse indiquant le nom de l'inventeur. En compagnie de son formateur en électronique et en création assistée, il part pour l'atelier. Ici, l'enfant de Tiendekro travaille désormais à l'ordinateur. Bon, actuellement, je ne dessine plus sur le sol. On m'a appris à faire le dessin. Voici d'autres prototypes pour pouvoir faire sortir demain la deuxième version de l'IV Max. On doit vendre la IV Max parce que j'ai pris du temps pour pouvoir bien faire. Actuellement, ça marche très correctement. Nous donnons les notions de base et juste quand l'étudiant a les notions de base, l'apprenant doit être capable par lui-même de se former et d'apprendre. Et avec Marcelin, ça a été vraiment extraordinaire et très rapide. De retour à l'atelier mécanique, l'équipe formatrice de Marcelin reçoit la visite du directeur général de l'INPHP. Il apprécie le travail abattu pendant ces 18 mois. Au stade de ce qu'on est à mesure de faire avec nos moyens à l'INPHP, on est bien arrivé à un produit fini. Donc, si on arrive à ce type de produit en 18 mois, ça dénote de la capacité de Marcelin à apprendre rapidement, à développer rapidement et puis à s'investir également sur le projet. Le tableau de bois est complètement transformé et puis avec des systèmes de démarrage qui utilisent des technologies modernes. Le chef-d'œuvre de Marcelin est utilisable à distance, décapotable, solide, mais surtout équilibré. Dupliqué, il pourrait valablement prendre la place des tricycles utilisés comme moyen de transport en commun. Des perspectives donc pour l'engin et son concepteur. Quand on voit un produit comme ça, à l'INPHP, nous allons pouvoir conduire ce type de véhicule sur les 1000 hectares dont nous disposons ici à l'INP. Donc déjà, c'est un usage direct, concret. Et puis, il nous en faudrait 2, 3. Et je pense que les 8, 9 universités dont dispose la Côte d'Ivoire, qui sont tout aussi grandes, ont besoin également de mobilité interne. Et puis, dans les milieux ruraux, ce sont des éléments qui sont aussi possibles. On va continuer encore jusqu'à ce qu'on arrive à faire le produit fini Marcelin, le produit fini IV Max. La IV Max séduit. Et le directeur général du prestigieux établissement polytechnique ne peut résister à son charme. Du rêve d'un jeune homme, la IV Max est aujourd'hui une réalité. Un joyau qui mérite d'être produit à la chaîne pour le bonheur des populations rurales et périurbaines. Nous prenons la direction de San Pedro avec plutôt la police maritime qui se renforce en équipement. Elle vient d'être dotée d'une vedette de patrouille. L'engin permettra de surveiller efficacement les plans d'eau et de lutter contre la pêche illicite. On retrouve notre correspondant local, Sam Kona. Avec une puissance de 2 moteurs de 200 chevaux chacun, dotés de 2 réservoirs de 500 litres de part et d'autre, équipés de radars et de sonars multifonctions, capable d'aller dans les eaux territoriales et continentales, la nouvelle vedette de patrouille, longue de 11,90 m avec une largeur de 3 mètres, va permettre aux agents des affaires maritimes de mieux mener leur mission de sécurisation des approches portuaires et de lutter contre la pêche illicite. Monsieur le directeur général du port autonome de San Pedro, la vedette tant souhaitée est là. Je vous serai gré des dispositions que vous voudriez bien faire prendre avec les services techniques, en l'occurrence la capitainerie du port, pour que nos 2 administrations, qui ont un désir ardent commun de sécurité, puissent travailler ensemble pour une rade et un port sûr. Cette vedette de patrouille a été présentée récemment et baptisée Colonel Babrino, en hommage à l'ex-chef d'arrondissement de San Pedro décédé. L'engin a été par la suite mis en eau en présence des autorités préfectorales et portuaires. Toute notre reconnaissance à son Excellence Michel Assar Ouattara pour toute cette politique justement en faveur du développement des ports ivoiriens et particulièrement du port de San Pedro. Cet engin naturellement va participer de façon très évidente à notre efficacité. Et cette efficacité, on le sait, passe également par la sécurité, par la sûreté, et tout cela devra permettre de rassurer l'ensemble des armateurs qui viennent ici à San Pedro, rassurer également l'ensemble des investisseurs, que de savoir que quand nous disons que nous avons notre certificat au code ISPS, ce n'est pas un vain mot, c'est une réalité, et cet engin est là pour justement confirmer ce qui est dit. La direction régionale ouest des affaires maritimes comprend les arrondissements de Grand Laou, de Sassandra, de Tabou et de San Pedro.
Et ici, à Abidjan, le ministère est enfin levé sur la mort des poissons sur le plan d'eau lagunaire de Biétry. Au cours d'une rencontre avec la presse et en compagnie du ministre de l'Environnement, le directeur du SIAPOL a parlé d'une pollution organique de la lagune ébriée. Plus de détails avec Rascando. Quelques jours après la mortalité brusque de poissons sur la baie de Biétry dans la commune de Koumassi, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique fait la lumière. Les résultats des investigations et des analyses d'échantillons révèlent que la demande chimique en oxygène était très élevée. C'est une pollution organique prononcée qui a suscité ce manque d'oxygène et qui a occasionné donc l'asphyxie de ces poissons dans cette zone. Ce n'est pas un déversement de produits chimiques dangereux, mais une pêche faite par des produits chimiques dangereux qui a occasionné la mortalité de ces poissons. Le SIAPOL continue de faire des investigations. La baie de Biétry constitue une problématique importante quant à la pollution organique. À ce jour, sur 2,7 tonnes de poissons morts flottants, 2,6 tonnes ont été collectées et enfouies, soit 96%. La réaction rapide du gouvernement face à ce phénomène a fait en sorte que les conséquences ont été limitées. Il n'y a pas beaucoup de poissons qui ont été consommés. On a mis les services sanitaires à contribution et il y a une surveillance épidémiologique qui se fait dans les villages autour de la zone pour voir s'il y a des cas de diarrhée, pour que très rapidement il y ait la réaction appropriée. Pour le ministre Jacques Assaoré-Konan, la lutte contre la pollution doit être l'affaire de tous. On jette les ordures dans les caniveaux, mais la destination finale de ce geste, c'est la lagune. On déverse les eaux usées dans les caniveaux avec pour destination finale la lagune. Je voudrais demander aux Ivoiriens de prendre conscience de l'importance écologique de ce plan d'eau que la nature nous a donné. Nous devons en prendre soin. Nous devons faire en sorte que cette lagune ne perde pas sa fonction écologique originelle. Protégeons cette lagune. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique compte mettre en œuvre des stratégies et techniques durables pour la dépollution de la lagune ébriée et renforcer la surveillance de l'espace maritime et côtier au travers des patrouilles régulières. Autre chose à présent, le conseil municipal de la commune de Cocody apporte un appui logistique au CHU de Cocody et à celui d'Angré. Il a offert 6 couveuses à ces différents établissements sanitaires. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations. Marie-France Conan, Jean-Marc Djadji. 8 couveuses offertes au CHU de Cocody et d'Angré. Ces structures sanitaires bénéficient de ces équipements très utiles pour la protection des enfants prématurés. Un geste social de la mairie de Cocody. On ne peut que remercier M. le maire, ses adjoints et l'ensemble de son conseil municipal qui, par ce don, viennent vraiment nous appuyer dans un domaine où le besoin est pressant. Donc ça viendra soulager les enfants, les bébés nouveau-nés qui ont besoin de ça, mais également ça va faire baisser un peu la pression sur le professionnel de santé tant la besoin est forte. Le pôle est heureux de recevoir ce don. Nous reviendrons vers vous, cette fois-ci pour vous exprimer les besoins spécifiques du pôle, en étant certain que vous allez trouver la solution à ces besoins spécifiques. Parce que nous savons très sensibles à tout ce qui touche à la santé et particulièrement à la santé de la mère et de l'enfant. À travers cet acte, le maire Jean-Marc Yassé s'engage à contribuer à la bonne prise en charge sanitaire des nouveau-nés et des femmes enceintes dans les établissements sanitaires de la commune. Rapprocher la santé de nos administrés et permettre à nos administrés de pouvoir vraiment se sentir dans de bonnes conditions avec ce geste sauverant de belles et innocentes vies. Le coût total de ces couveuses est estimé à plus de 20 millions de francs CFA. On se replonge à présent dans la ferveur de la célébration du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Retour sur les festivités dans les localités de Béoumi, Sakassou et Dabakala. Sakassou, les femmes de toutes les couches sociales ont participé au défilé de célébration de la journée internationale des droits de la femme. Cette rencontre donne l'occasion à la directrice du centre social de présenter les difficultés rencontrées par les femmes de la localité dans leurs efforts fournis pour leur autonomisation aux autorités présentes à cette cérémonie. À leur côté, le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République
Emmanuel Aoutou Kofi, patron de la cérémonie, et Yves Toto, parrain, tous deux cadres de Sakassou. Venir ici, c'est également réitérer notre engagement pour que nous puissions rechercher les chemins à emprunter pour avoir de quoi donc accélérer le développement de la femme. Cette journée festive s'est tenue en présence des filles et fils du département de Sakassou. Parade des femmes dynamiques unies pour la paix et la cohésion à Dabakala, commune de la région du Hambol, pour marquer d'une pierre blanche la célébration de la Journée internationale des droits de la femme édition 2024. Ensemble pour le développement de Dabakala. C'est autour de ce thème que la cérémonie commémorative de la GIF a eu lieu. L'initiative est de Salimata Koulibaly, fille et cadre de la localité. À cette occasion, les femmes sont exhortées à plus d'engagement et de dévouement pour leur autonomisation à travers des activités génératrices de revenus. Les femmes traduisent leur reconnaissance à l'initiatrice pour son engagement et promettent de s'approprier les enseignements reçus. La cérémonie a pris fin par un partage de repas et par des pas de danse pour renforcer les liens de fraternité entre elles. Issues des différentes sous-préfectures et villages de la région de Péké, les femmes du monde rural sont sorties massivement pour participer au défilé initié à leur endroit dans le département de Béoumi. Nous sommes à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Instituée depuis 1977 par les Nations Unies, cette journée met en avant la lutte pour les droits de la femme et la réduction des inégalités liées au genre. Femmes, droits et développement durable. Quelle opportunité pour la femme en milieu rural? Tel est le thème central abordé par ces femmes au cours d'une conférence. Un mot de solidarité à présent avec le site des réfugiés et demandeurs d'asile de Timala, une localité située à une quinzaine de kilomètres de Bouna, a reçu des dons. L'ONG Les Flamboyants tenait à apporter son soutien aux pensionnaires de ce camp. Bénéficiant de l'accompagnement de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, elle n'a pas manqué d'appeler les bonnes volontés à faire de même pour les réfugiés. Le compte-rendu d'Herman Yamia. 1,5 tonne de riz, 155 kg d'haricots et 135 litres d'huile pour les demandeurs d'asile vivant sur le site de Timala à 15 km de Bouna dans la région du Bounakani. Ce don de l'ONG Les Flamboyants s'inscrit dans le cadre du projet Protection et assistance en faveur des réfugiés et demandeurs d'asile dans la région du nord-est de la Côte d'Ivoire, financé par l'ambassade des États-Unis. Selon le directeur exécutif de l'ONG, le projet vise à assurer les besoins alimentaires et services essentiels en vue d'améliorer les conditions de vie des demandeurs d'asile et des communautés d'accueil. C'est juste une goutte d'eau dans la mer par rapport aux besoins exprimés, mais nous espérons que réellement cela pourra vraiment attirer l'attention des autorités locales, des politiques locales, à l'effet de pouvoir vraiment converger les actions vers le soutien un peu à apporter à ces réfugiés. Le chef de bureau régional de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides d'Ara et le représentant du HCR ainsi que le sous-préfet de Bouko, représentant le préfet des régions du Bounakani, ont salué ce geste humanitaire de l'ONG Les Flamboyants. Ces populations ont besoin de soutien, ont besoin d'acteurs humanitaires, ont constamment besoin du soutien de l'État afin d'alléger leurs souffrances. Et vous le faites bien, nous en sommes très reconnaissants. Au nombre d'un peu plus de 6 000 hommes, femmes et enfants, ils ont fui l'insécurité dans leur pays d'origine pour se réfugier ici en Côte d'Ivoire depuis juillet 2023. Ces réfugiés ont donc exprimé leur gratitude à leurs bienfaiteurs pour les dons. L'ONG Les Flamboyants, basée à Doropo, a obtenu en 2023 le prix national du meilleur promoteur du développement communautaire de Côte d'Ivoire, décerné par le chef de l'État Alassane Ouattara. La vision de cette structure est celle d'un monde flamboyant où la population a un égal accès aux soins de santé, à l'éducation et à la protection. Pour une meilleure qualité de vie dans la région de la Maraoué, le corps préfectoral a convié récemment les populations à une rencontre. Participaient également à la réflexion les cadres et les élus de la région. C'est la question de la salubrité qui a rythmé les échanges. Les explications de Didier Nguessan. Sensibilisation à l'adoption des mesures d'hygiène, mise en place d'une brigade de salubrité et installation de bacs à ordures. Des mesures fortes arrêtées par le corps préfectoral de Boisflé, soutenu par le conseil régional de la Maraoué. Cette étape sera suivie d'une phase de répression contre les populations récalcitrantes. On ne savait pas sur qui s'appuyer pour pouvoir
procéder à la salubrité. Donc je pense qu'avec l'appui qu'on vient d'avoir avec monsieur le sous-préfet, tout ira pour le mieux. Donc nous allons tout faire pour que les villages là soient propres. Je vais mettre en place une brigade de salubrité. Je vais aussi mettre en place dans les emprises un coin pour déposer les ordures, afin que tout ce qui est ordures à l'Opafla, qu'on y mette là et la mairie passe pour prendre. Le préfet du département de Bois-Flé, Gombadji Georges, a invité les présidents de mutuelles et les élus locaux à s'impliquer activement pour la réussite de cette campagne. Nous avons déjà pris langue avec les différents maires des 5 communes de la région en vue donc d'apporter notre contribution au règlement du problème de salubrité. Pour que les interventions de l'État puissent devenir assez significatives, porter les effets recherchés, nous nous sommes saisis de ce problème parce que nous avons constaté que dans nos villes, il y a beaucoup d'ordures. Et dans nos villages, c'est encore pire. En sensibilisant nos parents, on peut réduire considérablement les maladies liées à l'hygiène. L'opération d'assainissement permettra à terme de réduire certaines maladies telles que le paludisme, le choléra, la dysenterie et la bilharziose. Dans la commune de Thiébisso, une association dénommée Chewi Group Events vient d'inaugurer son nouveau siège. C'est l'espace Cannes du quartier Sokura qui a abrité la cérémonie pour les donateurs des baux. Les locaux viennent contribuer à la sauvegarde et à la promotion des valeurs culturelles de Thiébisso, un cadre qui devrait surtout redynamiser les potentialités touristiques du département. Souleymane Donisongou. Dans le département de Thiébisso, l'espace Cannes du village Sokura a réuni les filles et fils de la localité autour de l'inauguration du tout nouveau siège de Chewi Group Events, une association à vocation culturelle. Je me rappelle à l'époque que Thiébisso avait remporté Varitoscope à l'époque et depuis lors on n'entend plus parler de culture à Thiébisso. Et c'est dans cette optique-là que vraiment nous avons décidé de promouvoir cette culture à Thiébisso pour que demain, quand on parlera de culture, on dira le nom de Thiébisso. Notre credo, c'est la promotion de la culture, du tourisme et du sport. Pour atteindre cet objectif, nous menons des activités parmi lesquelles se trouve l'organisation de Chewi Festival. Et donc, à travers ça, nous décelons des talents. Le représentant du préfet salue cette initiative qui vient redynamiser le secteur artistique, une contribution au rayonnement culturel de la région. Le siège de Chewi Group Events, inauguré peu après la coupure symbolique du ruban, se veut un service administratif complet. Il comprend un hall, une salle de réunion, un secrétariat, 3 bureaux et 2 magasins de stockage d'appareils de sonorisation. Vous avez reconnu la voix de votre serviteur. Dans l'actualité hors de notre pays, au Sénégal, les acteurs de la pêche appellent les candidats en campagne à s'engager pour une pêche durable. Ces derniers se sont organisés pour soumettre une charte aux 19 candidats à l'élection présidentielle qui se tient le 24 mars. Jusqu'à maintenant, 8 candidats ont signé cette charte, mais les pêcheurs espèrent rallier un maximum de prétendants à leurs différentes propositions. Au Sénégal, 17% de la population vit de la pêche. Le sud-est du Mozambique, durement frappé par le passage du cyclone Freddy en 2023, aura énormément de mal à se relever des dégâts occasionnés par la tempête tropicale Filippo. Les vents étaient nettement moins violents, mais les précipitations extrêmes des dernières 24 heures ont eu raison de culture. La dépression sur Terre se déplaçait environ du sud-sud-ouest à 19 km à l'heure. Des vents forts et une mer dangereuse sont toujours présents sur le littoral des provinces Nibaban, de Gaza et de Maputo. On compte au moins 600 000 sinistrés. Et puis, hors du continent africain, en France, Philippe de Gaulle, le fils aîné du général de Gaulle, est mort à l'âge de 102 ans à Paris, après une brillante carrière militaire. Héros de la Seconde Guerre mondiale, Philippe de Gaulle a passé la moitié de sa vie à défendre et à perpétuer la mémoire de son père, le général de Gaulle. Il est mort dans la nuit du 12 au 13 mars à l'Institution nationale des Invalides, dont il était pensionnaire depuis 2 ans, a précisé son fils Yves de Gaulle.
Le professeur Essimar était avec nous pour vous accompagner durant cette émission dans le langage des signes. Merci d'avoir suivi cette édition d'information sur RTI 1. Je vous retrouve ce soir à 23h.